Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, je suis Pierre, je serai votre modérateur pour cette conférence. Je vous demanderai de désactiver vos caméras et de désactiver vos micros, s'il vous plaît, pour conserver un débit satisfaisant pour la conférence et pour ne pas être dérangé par le bruit. Je vois encore des caméras activées. Est-ce que vous pouvez les désactiver, s'il vous plaît? Donc, nous allons commencer cette conférence du printemps d'histoire-géographie de l'association Histoire d'en parler. Donc, merci d'être présent ce soir pour cette conférence. Donc, le printemps de histoire-géographie est organisé par l'association Histoire d'en parler, qui est une association nancéenne qui a été créée en novembre 2017. Nous avons pour but de vulgariser l'histoire-géographie en les rendant plus accessibles et plus ludiques par le biais d'ateliers dans le milieu scolaire, mais aussi par des événements grand public auxquels participent des professeurs et des jeunes chercheurs de l'université. Donc, nous sommes une trentaine de bénévoles qui s'investissent dans l'association, tous passionnés d'histoire-géographie. La devise de l'association, c'est l'histoire-géographie par tous et pour tous. Et depuis le début du confinement, nous avons rajouté partout. Donc, le printemps d'histoire-géographie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes époques, de différents thèmes, de différents sujets. Les conférences donc, sont proposées en direct, en visioconférence, donc sur Zoom, avec des conférenciers qui ont accepté nos sollicitations ou qui se sont montrés volontaires pour proposer des sujets. Donc, la durée des conférences est variable en fonction des conférenciers ou conférencières. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à la fin de chaque conférence. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Marie Bouchez, qui est agrégée et doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Donc Marie, excusez-moi, j'ai eu un petit bug informatique. Donc Marie traite dans sa thèse des réactions des intellectuels français face aux soubresauts de la République chinoise de 1911 à 1949. Elle propose un regard français concernant une période méconnue de l'histoire de la Chine à travers une histoire politique et intellectuelle. Et ce soir, Marie renoue avec une approche concernant les intellectuels français au sujet de l'affaire Dreyfus. Donc, c'est une thématique chère à notre intervenante puisqu'elle a motivé ses premières années de jeune chercheuse en master. Donc, nous pourrons ainsi voir avec cette conférence ce que signifie être Dreyfusard ou anti-Dreyfusard en Lorraine dans une approche comparative avec d'autres intellectuels français ou étrangers. Donc, vous aurez toute la liberté de poser des questions à Marie Bouchez à la fin de sa conférence. En attendant, je vous remercie de bien vouloir garder vos caméras éteintes et vos micros éteints et de n'utiliser le chat que pour des problèmes techniques. Donc voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Marie pour sa conférence. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Donc en effet, on connaît tous l'engagement d'Émile Zola en tant qu'intellectuel dans l'affaire Dreyfus, mais il n'est pas le seul et vous allez voir qu'en Lorraine aussi, il y a des têtes d'affiche qui ont pris part au mouvement Dreyfusard et anti-Dreyfusard lors de l'affaire Dreyfus. Le terme intellectuel naît pour la première fois le 23 janvier 1898, 10 jours après le J'accuse d'Émile Zola. Le directeur de l'Aurore, Clémenceau, écrit alors « N'est-ce pas un signe, tous ces intellectuels venus de tous les coins de l'horizon qui se groupent pour une idée et qui s'y tiennent inébranlables? Pour moi, j'y voudrais voir l'origine d'un mouvement d'opinion au-dessus de tous les intérêts divers, et c'est dans cette pacifique révolte de l'esprit français que je mettrai, à l'heure où tout nous manque, mes espérances d'avenir. » Cependant, ce sont bien les adversaires des Dreyfusards qui popularisent le mot, avec l'article du Lorrain Maurice Barrès, publié dans Le Journal le 1er février 1898. Barrès écrit « En résumé, les juifs et les protestants mis à part, la liste dite des intellectuels est faite d'une majorité de nigauds, puis d'étrangers, et enfin
de quelques bons Français. Ainsi, Clémenceau et Barrès inaugurent un clivage qui durera tout au long de l'affaire, et le fait que ce soit le Lorrain Maurice Barrès qui introduise le terme d'intellectuel montre déjà que l'affaire Dreyfus aura dans l'Est un grand retentissement. Cela peut se comprendre par la position particulière de la Lorraine, qui est, comme vous le savez, une région frontière depuis la défaite de 1870. Ça explique que cette région soit la proie d'un nationalisme soupçonneux, selon la formule de Laure Pierrat dans un mémoire sous la direction de Didier Francfort. Par la force des choses, Nancy devient capitale d'une Lorraine non annexée et voit sa population passer de 50 000 habitants en 1870 à 5 000 en 1901. Cette émigration concerne aussi la population juive qui, en 1900, compte plus de 2 000 individus à Nancy. On comprend donc pourquoi le Grand Est et la Lorraine en particulier peut être considéré comme un miroir à grande échelle des tensions nationales. Alors, il faut, dans un premier temps, revenir sur ce que l'on entend par intellectuel ici. On entendra ici par intellectuel, selon la définition de Jean-François Cirinelli et Pascal Horry, un homme du culturel placé en situation d'homme du politique. Christophe Charles ajoute qu'il s'agit de distinguer des individus ayant des traits communs, niveau intellectuel ou d'éducation élevé, prise de position particulière sur un enjeu culturel, appuyé sur leur notoriété. J'ajoute que l'on reprendra ici le terme d'engagement, malgré son anachronisme, puisque vous savez que ce terme date de Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature en 1946. Ainsi, la problématique que l'on pourrait soulever ici serait: est-ce que l'on peut voir en Lorraine des formes de l'engagement intellectuel qui peuvent être érigées en modèle, donc qui peuvent servir d'exemple, ou bien est-ce qu'il y a aussi, ou seulement, des particularismes régionaux? On verra ça en 3 points. Donc tout d'abord, on verra qu'il y a différentes formes d'engagement des intellectuels lorrains et que la région est marquée par un antidreyfusisme très fort. Ensuite, on verra ce que Vincent Duclerc a appelé les moyens collectifs de l'engagement. Ici, ce seront les ligues jumelles qui s'appuient sur la presse et la question sociale. Enfin, nous verrons qu'après l'affaire Dreyfus, il y a un engagement qui se poursuit de la part des intellectuels dreyfusards et anti-dreyfusards et que ces derniers deviennent donc des hommes du politique. Donc, les formes d'engagement des intellectuels lorrains, figures phares et anti-dreyfusisme marqué. Donc tout d'abord, on va voir l'engagement dit prophétique, selon la même formule de Vincent Duclerc, d'un homme, Émile Gallé. L'image même de l'intellectuel prophétique, c'est-à-dire qui s'engage pour lui-même et dans ses œuvres, c'est celle d'Émile Zola, que vous connaissez tous. Émile Zola est d'ailleurs reconnu par les intellectuels lorrains eux-mêmes. Ainsi, Julien Cordier, journaliste au Progrès de l'Est, qui est le seul journal révisionniste de Nancy, comme il le dit, écrit à propos de Zola: il se précipite soudain dans la fournaise au risque d'y être consumé tout vivant. Et pourquoi? Parce que cette idée a surgi dans son cerveau et dans son cœur, qu'une épouvantable erreur judiciaire a été commise et qu'il s'est juré de s'employer corps et âme à en obtenir la réparation. Ils sont rares aujourd'hui ceux que dévore ainsi la passion enragée de se battre pour les autres, de se dévouer à leurs risques et périls pour la défense d'une cause qu'ils croient juste et vraie. Cependant, les dreyfusards nancéens ne sont pas en reste, et ils trouvent eux aussi la figure de l'intellectuel prophétique en la personne du verrier nancéen, Émile Gallé. Comme Émile Zola, Émile Gallé s'engage corps et âme pour la révision du procès Dreyfus. En effet, il signe des pétitions en faveur de Dreyfus et de Picard, et il est le seul intellectuel lorrain à clamer publiquement son engagement dans les colonnes du Progrès de l'Est. C'est ce qui fait dire au journal L'Est républicain, qui lui est anti-dreyfusard: Émile Gallé, il n'existe pas de dreyfusiste plus indomptable sous la calotte des cieux. Le Verrier va plus loin puisqu'il s'engage aussi dans ses œuvres pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est ce que l'on va voir dans une de ses œuvres ici. Donc on le voit par exemple dans ce vase qu'il a créé avec son ami Victor Prouvé, intitulé Les Hommes Noirs, qui date de 1900. Par ce vase, Émile Gallé déclare vouloir dénoncer, je cite, « les fanatismes, les haines, les mensonges, les préjugés, les lâchetés, l'égoïsme et l'hypocrisie des anti-dreyfusards, sans stigmatiser, dit-il, une classe quelconque de citoyens. » Si on va un peu dans le détail, les flancs du vase sont gravés de 3 figures aux mains crochues, allégorie de la calomnie, du jésuitisme et de l'anonymat. L'opposition entre les couleurs que vous voyez bien ici, le noir et le jaune, fait allusion aux hommes de l'ombre, les comploteurs, et illustre la citation du pamphlétaire Pierre-Jean Béranger qui a donné son titre à l'œuvre: « Hommes noirs, d'où sortez-vous? Nous sortons de dessous la terre. »
Ici, les hommes noirs sont l'état-major et les comploteurs que Émile Gallet oppose aux listes de la vérité que vous voyez ici au premier plan. Comme Émile Zola, qui, vous le savez, doit s'exiler en Angleterre après son engagement pour Dreyfus, Émile Gallet est lui aussi mis au banc de la société nancéenne. Il écrit à sa femme « On n'ose même plus me saluer dans la rue ». Et il écrit ça donc en 1899. Enfin, comme Zola, Émile Gallet ne verra pas la réhabilitation de Dreyfus, puisque Dreyfus est réhabilité en 1906 et que Émile Gallet meurt en 1904. Émile Gallet incarne donc la figure complète de l'intellectuel engagé corps et âme. Il l'est à la fois dans ses positions, mais aussi dans ses œuvres. En cela, Émile Gallet incarne la figure de l'intellectuel prophétique. Second point, là où la Lorraine peut être considérée comme un modèle, c'est qu'elle permet de voir de manière très forte, au vu de sa position géographique, qu'il y a des valeurs qui unissent les adversaires des Dreyfusards, les anti-Dreyfusards. Ainsi, Pierre Birnbaum a pu parler de Lorraine barésienne, c'est-à-dire au miroir de Maurice Barrès, qui montre un miroir exacerbé du nationalisme. En Lorraine, les ligues de droite, les ligues anti-Dreyfusards, sont très divisées, elles sont de sensibilités différentes. Ainsi, on a des ligues royalistes, antisémites, républicains progressistes, et parfois aussi ceux qui appartiennent à un peu toutes ces figures politiques, c'est la Ligue de la patrie française. Tous ces gens de droite sont regroupés sous le vocable de nationalistes par leur adversaire. Il y a pourtant des valeurs et des points communs qui unissent ces anti-Dreyfusards. Le premier point, c'est l'importance de la religion catholique, qui cimente les ligues de droite divisées. Et les catholiques désignent deux ennemis communs, notamment les juifs et les francs-maçons. Ainsi, le journal La Croix fait preuve d'un antisémitisme virulent. Il écrit « Les juifs et les francs-maçons sont esclaves de la puissance juive. Les juifs et francs-maçons tendent tous deux à la guerre de religion et au renversement du Christ. Ces deux catégories deviennent donc les boucs émissaires idéaux de, je cite, tous les malheurs qui, depuis 1789, frappaient l'Église. Cette position est celle des nationalistes français, pour qui la France est essentiellement catholique. Le rejet des juifs et des francs-maçons est associé à un rejet de la République parlementaire. En effet, explique Pierre Birnbaum, un lien indissoluble s'est tissé entre les francs-maçons, les juifs et les protestants et une République sans cesse combattue par ceux qui en récusent la légitimité. On le voit très clairement dans la caricature que vous avez sous les yeux. Donc ici, on a un personnage à droite sur un tabouret qui est Dreyfus, on le reconnaît. Il est donc sur un tabouret aux pattes de crocodile, c'est le symbole des Dreyfusards dans les caricatures des anti-Dreyfusards lorrains, et vous le voyez, il est debout sur une casserole qui symbolise les casseroles de la Troisième République, notamment l'affaire de Panama. Dreyfus bénit trois autres personnages. Le premier, celui que vous voyez au centre, c'est Clémenceau. Il a une pancarte sur laquelle il est marqué Grand Orient de France, donc ça signifie que Clémenceau, symbole de la Troisième République, est à la solde des loges maçonniques. Derrière lui, le grand personnage, c'est Picard, donc le militaire défenseur de Dreyfus, et il a lui aussi dans la main un symbole maçonnique qui est l'équerre et le compas. Enfin, le troisième personnage à lunettes, c'est Joseph Reinach, un juif qui fut l'un des premiers à défendre Dreyfus. Joseph Reinach est relié par une chaîne à un quatrième personnage qui est au fond dans un fauteuil, c'est Émile Zola. Et l'on voit que la chaîne qui relie Reinach et Zola dessine les contours de l'Angleterre. Donc c'est d'une part là où Zola s'est réfugié, mais en plus, cela peut vouloir dire que tous ces personnages, juifs, francs-maçons, républicains, sont à la solde de l'étranger. Cette idée est dans l'air du temps et on la retrouve aussi chez les anti-Dreyfusards belges. Ainsi, dans les journaux belges, on retrouve cette phrase « La franc-maçonnerie serait, je cite, une secte qui dirige tout, qui est l'instrument universel de toutes les fractions révolutionnaires et libres penseuses, de toutes les cupidités juives, de toutes les passions antinationales, de toutes les haines anti-catholiques. » On retrouve dans le journal L'Ami de l'Ordre en 1898. Donc voilà ce qui unit les ligues anti-Dreyfusards, donc c'est le fait qu'elles soient catholiques et que donc elles rejettent les juifs, les francs-maçons et la République parlementaire. Là, c'est là où la région peut être considérée comme un modèle. Cependant, la Lorraine est particulière parce qu'elle est la proie d'un antisémitisme très virulent, plus virulent que dans les autres régions françaises. Ainsi, lors du procès Zola en 1898, il y a de très sévères bastonnades. Zola est conspué à Nancy le 14 janvier 1898, le 17 et le 18 au cri de « Abat Zola, abat le Youtre ». Et à Lunéville et à Toul, le 22 janvier, on envahit les cafés fréquentés par les juifs cossus. Ainsi, la Lorraine barésienne apparaît comme un modèle parce qu'elle est le miroir des tensions nationales
en tant que région frontière. Elle est dominée par les intellectuels anti-Dreyfusards qui, on va le voir, ont beaucoup plus d'audience que leurs concurrents. Il s'agit maintenant de voir par quels moyens Dreyfusards et anti-Dreyfusards diffusent leurs idées. Il y a surtout ici 3 moyens, ce sont les ligues, la presse et la question sociale qui sont donc un tremplin, un vecteur d'idées politiques Dreyfusardes ou anti-Dreyfusardes. Donc le premier moyen utilisé par les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards sont les ligues, qui sont des échos des ligues parisiennes. La première ligue créée, c'est la Ligue des droits de l'homme, créée donc par les Dreyfusards lorrains le 4 janvier 1899. Cette ligue nancéenne se place dès le départ dans les pas de son aînée parisienne et elle lui donne son appui sur d'autres causes que la cause dreyfusarde, puisqu'elle l'appuie notamment dans la défense des colonisés. On le voit dans le propos liminaire de la déclaration de la Ligue des droits de l'homme nancéenne. Ils écrivent: on pourra voir qu'il s'agit bien moins pour nous de défendre exclusivement la cause de Dreyfus que de sauvegarder d'une façon générale le libre exercice des droits des citoyens tels qu'ils ont été proclamés en 1789 et constamment consacrés par la tradition républicaine. Pour lui répondre, une ligue se crée à droite chez les anti-Dreyfusards, c'est la Ligue de la patrie française. Elle est créée le 25 février 1899. Et comme la Ligue parisienne, la Ligue lorraine connaît un succès fulgurant dans les premiers mois. On parle de 2000 adhésions par jour à partir de février 1898. Cette Ligue de la patrie française, qui est donc la plus importante des ligues anti-Dreyfusards, a des satellites qui sont la Ligue antisémitique et la Ligue des patriotes. Si la Ligue des droits de l'homme peut s'appuyer sur les grands intellectuels dreyfusards parisiens, on a cité par exemple Joseph Reynac, la Ligue de la patrie française a elle aussi des appuis qui sont parisiens, mais de manière plus ponctuelle. En effet, les appuis parisiens sont en Lorraine surtout pour des échéances électorales. Par exemple, Maurice Barrès et Siveton, qui est le trésorier de la Ligue de la patrie française parisienne, sont en Lorraine environ 6 fois, mais surtout avant les législatives de 1902. On voit donc en Lorraine des caractéristiques intéressantes. Les ligues de droite sont plus nombreuses, je l'ai dit, il y a la Ligue antisémitique, la Ligue des patriotes, la Ligue de la patrie française, plus nombreuses donc, mais divisées. Il y a une seule ligue dreyfusarde, c'est la Ligue des droits de l'homme, elle est minoritaire, mais elle peut compter sur des appuis parisiens qui sont plus pérennes et plus forts que les ligues de droite. Les ligues dreyfusardes, comme les ligues anti-dreyfusardes, font toutes les deux transiter leurs idées par la presse. La presse est le vecteur principal de l'affaire. Là encore, la Lorraine est considérée comme un modèle parce que la presse est majoritairement anti-dreyfusarde. En 1898, sur les 7 principaux quotidiens de la région, un seul est révisionniste, comme il le dit, c'est-à-dire partisan de la révision du procès Dreyfus, c'est le Progrès de l'Est. Cela corrobore les chiffres donnés par Christophe Charles, qui explique: en janvier 1898, on compte 7 quotidiens dreyfusards, dont 6 parisiens, qui n'éditent que 3,7 du total des tirages. Un an plus tard, donc 1899, on parvient à 17 titres, 11 dans la capitale, 6 en province, pour 10 à 15% des ventes. Donc on voit que les journaux dreyfusards restent minoritaires. Liliane Anstrous ajoute qu'en février 1898, 90% des journaux sont anti-dreyfusards, et lors du procès de Rennes en 1899, 85% demeurent anti-dreyfusards. Ainsi, la presse de province et la presse parisienne sont majoritairement anti-dreyfusards. On note l'importance de la presse avec des quotidiens lorrains qui naissent durant l'affaire, à l'image de la cause lorraine, dont vous avez vu tout à l'heure la caricature, qui devient la Terre Lorraine en 1901 et qui est l'organe de la Ligue de droite, la patrie française. La Lorraine montre aussi très bien comment la presse se divise entre dreyfusards et anti-dreyfusards, avec par exemple l'exemple d'un des grands journaux de Nancy, qui est l'Est républicain. L'Est républicain était l'allié du Progrès de l'Est durant le boulangisme. Ils se sont tous les deux alliés contre le boulangisme, mais pourtant, l'Est républicain vilipende le Progrès de l'Est pour ses positions en faveur de Dreyfus. Il fustige, je cite, ces intellectuels attardés qui prennent fait et cause en faveur de Dreyfus. De son côté, l'Est républicain est accusé de faire balance égale par ses anciens alliés. En effet, l'Est républicain se dit républicain progressiste, mais il est de fait rejeté dans le camp de la droite, dans lequel il ne trouve pas non plus sa place parce que ça le place à côté des catholiques qu'il ne peut absolument pas supporter. Donc ici, on voit que la Lorraine est intéressante puisqu'elle montre que les journaux, la presse est majoritairement dominée par une presse anti-dreyfusarde et qu'on voit une évolution des journaux
une évolution, un glissement à droite dont parlait déjà René Raymond dans Les droites en France. On voit aussi qu'il y a un troisième vecteur d'idées, c'est la question sociale. Là encore, la Lorraine peut être considérée comme un modèle. En effet, elle permet d'observer l'émergence de la prégnante question sociale. En effet, du côté des Dreyfusards, ceux-ci créent ce qu'on appelle une université populaire. Donc, qu'est-ce qu'une université populaire? C'est en fait un rassemblement d'intellectuels qui se sont donnés pour mission de donner des cours du soir ou des conférences pour instruire les ouvriers. Et donc, Nancy a sa propre université populaire en 1899 et elle se place dans la grande vague qui voit se créer 222 instituts populaires dans toute la France entre 1898 et 1914. Selon Laura Mougel, il faut voir dans la fondation de l'Université populaire de Nancy une résistance aux événements dreyfusards, à Nancy plus qu'ailleurs, du fait de l'atmosphère particulièrement nationaliste et anti-dreyfusard de la ville. On voit dans les statuts de l'Université populaire très clairement que celle-ci est là pour véhiculer les valeurs des Dreyfusards. En effet, les statuts de l'université proclament qu'il faut, je cite, « enseigner au peuple l'amour passionné de la vérité, de la justice, de la liberté et de la beauté ». On retrouve ici les valeurs universalistes de Dreyfusard, qui donc cherchent par l'université populaire à véhiculer leurs propres idées et donc aussi leur combat en faveur de Dreyfus. Donc on a avec cette université populaire une autre forme d'engagement collectif de Dreyfusard, mais ces derniers en fait ont du mal à se décentrer, ils ont du mal à parler aux ouvriers, leurs conférences sont peu suivies, donc finalement ils n'arrivent pas à se défaire de leur tour d'ivoire, et donc cela montre aussi les failles du mouvement Dreyfusard. De leur côté, les anti-Dreyfusards utilisent aussi les ouvriers, qui deviennent pour eux des prétextes et des enjeux, notamment lors des élections législatives de 1902. En effet, les anti-Dreyfusards prennent conscience qu'il faut commencer à prendre en compte ces populations ouvrières qui sont nombreuses en Lorraine et donc ils sont forcés de s'intéresser à la question sociale. Ainsi, la tournée des grands noms de la Ligue de la patrie française en 1900 a pour but de sensibiliser à Champignol, je cite, une population majoritairement composée d'ouvriers du laminoir de Champignol, et Maurice Barrès, donc, qui est présent dans sa région natale en 1900, déclare qu'il est fier de constater, je cite, que les ouvriers ne se sont jamais laissés atteindre par les théories collectivistes de messieurs les députés Jaurès, Viviani et Gued. Ainsi, la Lorraine permet d'observer à grande échelle les moyens d'action mis en place par les intellectuels afin de propager leurs idées. On l'a vu, cela passe d'abord par la création de ligues lorraines qui sont les miroirs de leurs aînées parisiennes, et ça passe aussi et surtout par la presse où la Lorraine, comme Paris, est dominée par l'antidreyfusisme. Enfin, les uns et les autres s'intéressent à une population qui pèse de plus en plus dans ce 19e siècle industriel, c'est celle des ouvriers. Mais les ouvriers révèlent aussi les failles des deux mouvements, Dreyfusards comme anti-Dreyfusards, puisque les uns comme les autres ne voient finalement dans la population ouvrière qu'un prétexte, qu'un enjeu. Ils ne parviennent pas à se décentrer et à considérer la population ouvrière pour ce qu'elle est. C'est juste un prétexte pour véhiculer leurs idées. Au-delà de l'affaire, certains intellectuels s'engagent en politique. Ils viennent donc corroborer la définition donnée par Horry et Sirinelli. Ils deviennent donc véritablement des hommes du politique. La Lorraine permet aussi d'observer cela. On a donc, pour certains intellectuels, un engagement qui est absolument complet. Ici, la Lorraine semble être à la fois un modèle et une exception. Un modèle parce qu'elle montre comment, dans la France de l'affaire Dreyfus, la République s'est implantée, bien que les deux camps en aient une vision différente. Donc Dreyfusards et anti-Dreyfusards choisissent de s'engager en politique pour défendre ces deux visions. Ainsi, du côté de Dreyfusards, il y a des initiatives qui naissent pour mettre sur pied le Parti républicain de Lorraine. Donc, par exemple, il y a une fédération qui naît, qui est la Fédération républicaine. Elle est créée en 1902 par deux Dreyfusards, Jean Grillon et Charles Bernardin, en vue des élections législatives de 1906. On voit dans le manifeste de la Fédération les valeurs des Dreyfusards. Ainsi, la Fédération républicaine a pour but, je cite, de réorganiser le Parti républicain, de lui donner une direction précise, de manière à ramener à la bonne cause de la justice et de la vérité nos compatriotes. Donc on retrouve ici les valeurs dreyfusardes de justice, de vérité que l'on voyait déjà, par exemple, dans l'œuvre d'Émile Gallé. Et donc on voit que ça se poursuit au-delà de l'affaire, y compris d'un point de vue politique. En face, les ligues de droite, eux, s'unissent dans ce qu'ils appellent l'anti-bloc lorrain.
Donc eux, c'est pour les élections notamment municipales dès 1904. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'échéances électorales après l'affaire. Ici, donc en 1904, les Dreyfusards s'unissent dans l'anti-bloc lorrain et voici les valeurs sur lesquelles repose l'anti-bloc lorrain. L'anti-bloc se dit une association patriote, libérale et profondément républicaine et souhaite que les élections donc, de 1904 soient la condamnation d'un régime coupable d'attentats odieux contre la conscience individuelle et contre la conscience nationale. Donc on voit bien qu'il y a ici deux républiques qui s'affrontent, l'une qui serait la république de la justice et de la vérité pour la gauche, les Dreyfusards, et l'autre qui serait une république patriote et libérale pour la droite. Donc on voit qu'une république s'implante, mais que droite et gauche en ont des visions divisées. Or, lors des élections législatives de 1902, c'est la droite qui remporte les sièges, puisque les sympathisants de la Ligue de la Patrie française, donc la principale ligue anti-dreyfusarde, remportent 9 sièges sur 17, alors que au niveau national, c'est le bloc des gauches qui domine le gouvernement. C'est ce qui fait dire à Charles Bernardin, donc le républicain que je viens de citer dans la diapo précédente, que la Lorraine est une tache noire sur la carte politique de la patrie. C'est là où la Lorraine est particulière. C'est que, alors qu'au niveau national, c'est la gauche qui est élue, en Lorraine, c'est la droite qui l'est. Et elle l'est longtemps. En effet, donc elle est d'abord élue au niveau législatif en 1902, mais en 1904, c'est un homme de droite qui prend la mairie de Nancy. Cet homme de droite, c'est Ludovic Baucher, que vous voyez ici. Donc Ludovic Baucher a été professeur de droit à la faculté de Nancy. C'était l'une des têtes d'affiche de la Ligue de la Patrie française, et il s'est très souvent et de manière très forte, parfois très violente, opposé aux Dreyfusards. Lorsqu'il était conseiller municipal, il s'est énormément opposé à eux et lorsqu'il est devenu maire, il a essayé par tous les moyens de couper leurs subventions aux Dreyfusards. On voit ici dans la caricature quelque chose d'intéressant qui fait écho à la première caricature que je vous avais montrée, c'est que donc Ludovic Baucher est présenté comme un Hercule qui se bat contre un crocodile et, je vous l'avais dit, le crocodile est le symbole des Dreyfusards pour leurs adversaires. Donc Ludovic Baucher, on le voit ici, est très clairement considéré comme le champion des anti-Dreyfusards et c'est lui qui emporte la mairie en 1904. La mairie restera à droite à Nancy jusqu'en 1912 et donc là aussi c'est particulier. Par ailleurs, contrairement aux autres départements, la Meurthe-et-Moselle continue d'élire des députés de droite jusqu'en 1914. Par exemple, elle élit le commandant Drian en 1910 grâce à l'Action libérale populaire, qui était donc un mouvement catholique libéral. Et donc là aussi, ça place la Lorraine au banc des autres régions, puisque c'est la gauche qui est majoritairement élue aux élections législatives au niveau national. Par ailleurs, on voit en Lorraine très nettement le glissement de certaines personnalités vers la droite, comme par exemple le directeur de l'Est républicain, Léon Goulette. Puisque Léon Goulette, on l'avait dit, était d'abord contre le boulangisme et donc il était allié au progrès de l'Est, mais l'affaire Dreyfus le fait basculer à droite. Et donc, il illustre ce glissement à droite dont parle René Raymond dans Les droites en France. Cependant, je l'ai dit, à aucun moment la République n'est remise en cause, Dreyfusards comme anti-Dreyfusards se proclament républicains, mais ce sont bien deux visions de la République qui s'affrontent. Enfin, la Lorraine apparaît comme un modèle parce qu'elle permet de voir que finalement, Dreyfusards et anti-Dreyfusards ne seraient peut-être pas toujours aussi irréconciliables qu'ils veulent bien le dire. En effet, ils se rejoignent autour de la Première Guerre mondiale, donc un petit peu avant et surtout après, sur la valeur du patriotisme, qui est d'autant plus important dans cette petite patrie qu'est la Lorraine, alors que, vous le savez bien, la Moselle est toujours sous contrôle allemand en 1914. La valeur du patriotisme serait donc une valeur qui réunit les deux camps, mais aucun des deux camps ne veut le reconnaître à l'autre. Les anti-Dreyfusards accusent ainsi les partisans du capitaine de trahir la petite patrie en soutenant Dreyfus, et de leur côté, les Dreyfusards qualifient leurs ennemis de séparatistes et de demi-carterons ayant monopolisé le patriotisme. À ce propos, il est intéressant d'observer la figure de Maurice Barrès dans toutes ces contradictions. Maurice Barrès était un ami d'Émile Gallé, et l'affaire déchire littéralement leur amitié. Pour tout vous dire, il le cite même quasiment nommément dans la protestation des intellectuels, donc qui a mis en valeur le mot d'intellectuel, puisqu'il écrit « Ces intellectuels sont un déchet fatal dans l'effort tenté par la société pour créer une élite. Un verrier m'a souvent expliqué ce qu'il perd de peau pour un qui réussit. » Donc là, très clairement, c'est une pique
à l'encontre d'Émile Gallet, et donc l'affaire déchire littéralement leur amitié. Alors que la Première Guerre mondiale approche, Maurice Barrès devient le gendarme du patriotisme. Il écrit « L'Alsace, la Lorraine, le Luxembourg, les Ardennes, les vallées de la Moselle et de la Meuse, les pays wallons, bien qu'ayant subi à certaines époques des infiltrations germaniques puissantes, n'en sont pas moins les bastions avancés de la France. » Et ses écrits deviennent de plus en plus patriotiques, avec notamment ce qu'il appelle lui-même le culte de la terre et des morts. Cependant, il n'est pas le seul à exalter cette vertu du patriotisme, puisque on la retrouve aussi chez un autre intellectuel, qui est lui, Dreyfusard, c'est Émile Inzelin. On le voit ici dans l'un de ses romans, chez Jeanne d'Arc, donc Jeanne d'Arc, jeune fille d'origine lorraine, qui est encore aujourd'hui l'une des figures du patriotisme. Donc on voit que finalement, Barrès et Inzelin, qui ont beau être opposés lors de l'affaire, se retrouvent sur cette valeur du patriotisme. Tout cela nous permet de dire, à la suite de Dominique Perrin, que, par-delà les polémiques et les propagandes électorales, on a l'impression d'une certaine unanimité à l'égard du patriotisme, auquel la droite et la gauche souscrivent, même si elles ne l'expliquent pas de la même façon. Ainsi, les mobilisations intellectuelles après l'affaire peuvent être considérées comme une sorte de modèle sur certains points. Dreyfusard et anti-Dreyfusard s'engagent politiquement après l'affaire, donc ils viennent corroborer cette image de l'intellectuel, les âmes du politique, tels que le disaient Sirinelli et Horry. Ils se rejoignent dans l'importance du patriotisme qui envahit peu à peu la France et qui prend un caractère d'autant plus marquant qu'il se trouve dans une région particulière du fait de sa position aux frontières. Cependant, la Lorraine est particulière dans le fait qu'elle élit surtout des députés et des hommes politiques de droite, ce qui la place au banc des autres départements. Ainsi, en conclusion, donc on peut se demander, finalement, on revient à la problématique, est-ce que les mobilisations intellectuelles dans l'Est peuvent être considérées comme un modèle de l'engagement? D'une part, on a vu que oui, puisque la Lorraine permet d'observer les différents types d'engagements, les engagements prophétiques de certains et les engagements collectifs de beaucoup d'autres. La Lorraine permet de voir que l'affaire Dreyfus oblige les intellectuels à descendre dans l'arène, et c'est le début d'un engagement pour d'autres causes. Donc l'engagement Dreyfusard et anti-Dreyfusard sont aussi révélateurs des tensions de la société, comme la question sociale ou la question coloniale. Par ailleurs, les Lorrains parachèvent leur engagement après l'affaire en devenant concrètement ces hommes du politique et en endossant pour certains d'entre eux un mandat politique. Enfin, cet engagement au-delà de l'affaire incarne à la fois les différentes tendances d'une république bien implantée, mais aussi la blessure à vif de la patrie mutilée. Elle permet de voir que les deux camps irréconciliables sur le papier reposent pourtant sur des valeurs communes que la région incarne. C'est l'amour des petites patries, alors que la nation pleure encore la perte d'Alsace-Moselle. Je vous remercie. Merci Marie pour cette riche intervention. Donc, je signale à l'ensemble des participants que je vous ai envoyé dans la conversation un questionnaire à remplir. Donc, merci de le remplir pour que nous puissions nous améliorer, changer des choses qui pourraient être changées. Voilà, donc n'oubliez pas de répondre à ce questionnaire. Pour les questions, donc, si des gens ont des questions, je vous demanderai de vous manifester sur la conversation Zoom. Ensuite, si vous souhaitez poser une question directement à Marie Bouchès, donc vous pouvez activer votre micro et comme ça, vous pourrez lui parler directement. Si vous n'avez pas la possibilité de parler dans un micro, je vous propose de poser la question sur le chat et je la retransmettrai à Marie directement. Voilà. Donc, c'est à vous. On vous laisse la parole. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bon, Marie, je crois que tout a été clair.
Alors, moi, je vois sur la conversation Oui, vas-y Marie, tu peux répondre. quelqu'un donc, qui dit je crois que Gallet était protestant. Oui, il était protestant. Je n'en ai pas parlé puisque je ne pouvais pas tout aborder. Il y a en effet du côté de Dreyfusard un très fort réseau de protestants dont Gallet est l'un des centres. Il n'est pas le seul puisqu'il y a aussi Keller, je sais plus son Charles Keller, voilà, Charles Keller, qui est donc un poète et un industriel de Nancy, donc qui est ami de Gallet. Gallet étant lui-même très lié à des grands Dreyfusards parisiens comme Scheurer Kessner et même à la famille de Dreyfus lui-même, puisque la sœur d'Émile Gallet est en fait mariée à quelqu'un de la famille de Mathieu et Alfred Dreyfus. Donc Gallet a des relations très très fortes avec la famille Dreyfus. Donc oui, il y a vraiment un réseau protestant en Lorraine, notamment autour de Gallet, de Charles Keller, et aussi de leur ami Victor Prouvé, donc il était sculpteur notamment, qui n'était pas protestant, mais qui les rejoint dans cette, euh, cette lutte pour les Dreyfusards. Il y a une autre question, Oui, il donc y il a y une a autre Étienne, question, oui. ouais, Vas-y, Étienne vas-y demande, Marie. y avait-il des universitaires Dreyfusards à Nancy? Alors, ils étaient très, très minoritaires, vous vous en doutez bien. Alors là, j'ai plus les noms en tête parce que donc c'est des recherches qui datent d'il y a déjà plusieurs années, mais j'avais effectué un tableau comparatif en effet de l'engagement de certains universitaires dans les facs nancéennes. Au niveau des universitaires, il me semble qu'ils étaient très très peu nombreux. Il y avait notamment, je crois, Gouttière Vernol qui était prof à l'école de pharmacie, qui était lui-même franc-maçon. Donc lui, voilà, lui était Dreyfusard. On le voit dans les colonnes du Progrès de l'Est parfois, mais c'est un peu l'un des rares. Je pense qu'ils étaient deux ou trois à être Dreyfusard. Il faudrait que je revoie plus précisément mon tableau, mais sinon tous étaient anti-Dreyfusard. D'accord. Alors, nous avons une question de Emmanuel. Je vous active le micro. Vous pouvez aller, vous pouvez poser votre question. Bonsoir. D'abord, merci pour cette conférence très intéressante. J'ai d'abord une petite remarque, un petit souvenir, plus exactement, très rapide. Votre évocation du patriotisme partagé entre la gauche et la droite m'a rappelé mon sujet de partiel de première année lors de mes lointaines études d'histoire sur le nationalisme en France à la fin du 19e. Et presque tout l'amphi avait foncé sur le nationalisme de droite en zappant en zappant ces manifestations de gauche. Donc ça m'a Ouais. rappelé ce souvenir. Mais c'est vrai que les gens de droite ne disent jamais des Dreyfusards qu'ils sont nationalistes. C'est vraiment un vocable qui est utilisé par les gens de gauche pour désigner les gens de droite. Donc ça peut se comprendre aussi. En fait, le nationalisme, contrairement au patriotisme, est quelque chose de plus fermé en fait. C'est ce que dit Mm. hein, Laure Pira. Elle dit que le nationalisme est plus fermé. Donc c'est par exemple le nationalisme de Barès, qui au départ est quelque chose qui est plus, voilà, plus ouvert, et qui se referme sur la France aux Français. En fait, c'est vraiment ça. Hein, alors que le patriotisme Mm. est plus ouvert au niveau des catégories de population qui peuvent y entrer. Le nationalisme est vraiment, c'est la France aux Français et tout ce qui est hors de France, donc les juifs, les francs-maçons, les protestants, n'y entrent pas. Donc ça, on peut comprendre que Mm. les personnes se soient plutôt orientées vers ce terme-là, puisque quand même, c'est quand même clairement étiqueté à droite, en tout cas en Lorraine, majoritairement. Alors la question que j'avais, bon, déborde peut-être un petit peu le cadre de la conférence, mais vous avez parlé du comportement électoral particulier de la Lorraine par rapport au reste de la France en étant porté à droite, notamment sur la Meurthe-et-Moselle, si je me souviens bien. Mais en même temps, vous avez dit que la région, bien sûr, était aussi très ouvrière. Oui. Alors on peut supposer qu'au XIXe siècle, le vote ouvrier est encore souvent un vote de gauche à cette époque, enfin je le suppose. Comment on explique entre guillemets, Alors, ce paradoxe, si j'ose dire? en fait, non, 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 le vote d'ouvrier n'est pas un vote de gauche en Lorraine à l'époque. D'accord, d'accord, En fait, à partir de 1898, c'est justement ce parti nationaliste qui truste les votes ouvriers. Ça commence dès 1887 avec quelqu'un qui s'appelle Gervaise, qui en fait fait campagne pour, je crois que c'était les législatives de 96, et il fait vraiment campagne énormément dans les milieux ouvriers. Donc c'est pareil, hein, c'est comme en 1902, c'est vraiment un prétexte, mais il est de droite et il est élu député et il obtient les voix des ouvriers. Donc non, en Lorraine, les ouvriers ne votent pas à gauche, en fait, ils votent à d'accord. droite.
Pardon, je me permets juste, est-ce que c'est aussi lié éventuellement à un poids de l'Église catholique particulier ou pas, ou C'est pas fort spécialement? possible. Alors, donc, je l'ai peu mentionné, pareil, donc c'est quelque chose que je n'ai pas développé assez, mais oui, en effet, là où la Lorraine se distingue aussi, c'est le poids, vous l'avez bien dit, hein, de la religion catholique. C'est le poids de l'Église. Il est très très fort, hein. On appelle même l'évêque de Nancy, Monseigneur Thurinaz, on l'appelle l'évêque de la frontière, donc pour vous dire à quel point il est fort et à quel point ça a de l'importance. Donc oui, oui, Nancy en particulier est une ville profondément catholique, profondément ancrée à droite. Donc il est possible que le catholicisme ait eu un impact très fort sur les ouvriers, je le pense en effet, parce que c'est une valeur qui est vraiment montrée dans toutes les réunions électorales, en fait, tous les meetings électoraux. Les intellectuels qui sont présents appuient sur la religion catholique comme fondement de la nation française. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous avons une autre question de Marie qui demande si l'école de Nancy était dreyfusarde. Bien sûr, l'école de Nancy était dreyfusarde. Oui, oui, c'était donc notamment donc, Émile Gallet donc, est l'un des fondateurs de l'école de Nancy, même s'il ne la verra pas longtemps, puisqu'il meurt en 1904. Et donc oui, en fait, il arrive à emmener avec lui le réseau des artistes de l'école de Nancy. Alors pour Dôme, par exemple, dont on me parle souvent, je n'ai pas d'infos. Je ne sais pas si Dôme était dreyfusard. Je n'en suis pas certaine. Peut-être qu'il était juste neutre en fait et qu'il n'a pas pris position. Mais oui, Gallet a en effet emmené avec lui la plupart des intellectuels et des artistes de l'école de Nancy de manière globale. On le voit donc, dans les œuvres aussi de Gallet qui, dans ses vases, dans ses sculptures avec Victor Prouvé, son ami. Donc oui, l'école de Nancy était majoritairement dreyfusarde. Je pense à quelqu'un comme Prenant aussi, qui était de l'école de Nancy. Il était lui aussi dreyfusard, mais disons que leur engagement était beaucoup moins marqué que celui de Gallet ou de Victor Prouvé qui l'accompagne. D'accord. Et nous avons une autre question de Étienne. Qu'en est-il des Juifs de Nancy? Se font-ils entendre? Alors, donc, les Juifs de Nancy ils sont déjà très nombreux dans la capitale lorraine. Hein, je l'ai dit, hein, il y a plus de 2000 individus donc, qui ont la plupart émigré d'Alsace, en fait, d'Alsace devenue allemande, vers Nancy. Alors, les pauvres, les Juifs, ils sont surtout la proie des bastonnades et des violences dans la Lorraine dite barésienne, donc à Toul, à Nancy, de manière très violente, notamment lors des grandes échéances du procès de Dreyfus, donc le procès Zola, le procès de Rennes. Donc, je pense que hélas, ils se montrent peu parce que leur position est très difficile dans cette ville de Nancy qui est très anti-dreyfusarde, très catholique. Donc, non, en tout cas, ils ne se font pas entendre dans les journaux. Ils sont peut-être aux réunions des ligues dreyfusardes, c'est fort possible, mais en tant que tels, ils se font très, très peu entendre. Il y a un juif qui se fait entendre. J'ai plus son nom là tout de suite, mais donc je vais le retrouver. Mais lui a des liens très forts avec Paris en fait. C'est un éditeur. Donc lui est très lié avec le milieu parisien, avec Zola, etc. À qui il envoie des livres et il dit en fait lui que c'est très difficile pour lui de se faire entendre à Nancy et donc même il quitte la capitale lorraine. Il va sur Paris tellement c'est difficile. Alors, nous avons un participant qui donne le nom de Félix Alcan. Non, 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 c'est pas lui. Non, non, mais je vais le rechercher. C'est parce que là, ça me revient pas, mais ça va me revenir dans 2 minutes. Non, non, c'est pas Alcan. Alors, ne quittez pas la conversation. J'arrive. Marie arrive, elle vérifie l'information. Donc, en attendant que Marie cherche son information, donc je vous demanderai si Donc, vous... c'est Roger Marx, en fait. Hein. Voilà, c'est Roger Marx. Donc, il était éditorialiste et puis relieur à Nancy. Il a occupé des postes importants au sein du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Donc, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a des liens très forts avec Paris.
mais il est nancéen, il est juif et il quitte Nancy. Donc, il se fait beaucoup plus discret après le procès Zola. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? D'autres questions à poser à Marie Bouchez concernant les intellectuels lorrains sur l'affaire Dreyfus? Bon, alors écoutez, nous allons clôturer la soirée. Donc, je vous renvoie le questionnaire donc, à remplir afin de nous permettre de nous améliorer concernant l'organisation de cette série de conférences. Donc, l'association Histoire d'en parler remercie à nouveau Marie d'être intervenue ce soir. Merci d'être venue. Merci à tous les participants pour vos questions et votre attention. Donc, nous vous donnons rendez-vous vendredi 22 mai à 18h pour une conférence avec Antoine Bondaz qui nous parlera de la géopolitique de la Corée du Nord, donc un sujet hyper intéressant, surtout en ce moment. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Histoire d'en parler, sur notre site internet, histoired'en-parler.com, sur Instagram aussi, vous tapez Histoire d'en parler. Et voilà, on vous remercie, on vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt et au revoir à tout le monde. Au revoir, merci beaucoup.